Une nouvelle livraison du point du guest. Vous êtes sur For You TV. Ce soir, nous recevons un enseignant, professeur d'université et par ailleurs homme politique, engagé dans la scène politique depuis 2011. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir a pour nom le professeur Olivier Billet. Avec lui, nous allons aborder les questions d'actualité, mais également nous ferons une ouverture sur son engagement politique. À tout de suite. Professeur Olivier Billet, bonsoir. Je vous dis bonsoir à vous, René Narcisse Moto. Je voudrais que vous me permettiez de dire un chaleureux bonsoir à l'ensemble de vos millions de téléspectateurs. C'est une joie d'être chez vous aujourd'hui. J'ai découvert un excellent studio, un très beau studio pour une chaîne de télévision jeune, nouvelle, qui en tout cas me laisse une très belle impression. Donc merci de m'y accueillir. Soyez le bienvenu et surtout, sentez-vous chez vous. Bah, merci beaucoup, merci, je suis à vous. D'accord. Voilà. Alors, d'entrée, professeur, pourquoi parlez-vous du démantèlement du système politique et institutionnel du parti-État? Du parti-État, voilà. J'aurais bien voulu, je l'ai fait à dessein parce que je savais que vous allez compléter cela. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, le Cameroun, dans les années 90, précisément en 1990, ça fait à peu près 32 ans aujourd'hui, eh bien, a fait le choix de changer le système politique. Le système politique ancien dans lequel nous étions, c'était le système du parti unique UNC. Tout le monde, fonctionnaires, agents du secteur privé, agents du secteur public, chefs traditionnels, etc. Tout le monde était dans le même parti quasiment, pour ceux qui faisaient de la politique, bien évidemment. Et à cette époque, évidemment, cela n'était pas de nature à... Ça ne gênait personne, bien sûr, puisque nous nous connaissions, en fait, en dehors peut-être de la parenthèse démocratique entre 1960 et 1966. Comme vous savez, à cette époque-là, il y avait déjà eu une expérience de multipartisme soit idiot. Mais il se trouve qu'entre 1966 et 1990, nous avons de nouveau basculé dans le parti unique, comme je le disais. Et en 1990, donc, le Cameroun prend un ensemble de lois, modifie sa constitution, afin de, je dirais, de prendre une nouvelle orientation pour sa vie politique. Et cette nouvelle orientation, c'est celle de la démocratie libérale. C'est-à-dire un modèle de démocratie où vous avez donc, en fait, un environnement politique où vous avez plusieurs partis. Et ces partis-là sont donc supposés, comme dans les démocraties sérieuses, entrer dans une compétition équilibrée. Donc, on devait donc tourner le dos complètement au parti unique avec ses pratiques anciennes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Il s'est passé simplement, René Narcisse Moto, qu'il y a eu tromperie dans la marchandise. C'est-à-dire qu'il y a eu ce que j'appelle, sans exagérer, une véritable escroquerie politique historique, où, au fond, le parti RDPC, déjà existant à cette époque, qui proclame qu'il va vers la démocratie et le multipartisme, en réalité continue à se comporter véritablement comme un parti unique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire que ce parti-là, finalement, il va aux élections avec les ressources humaines de l'État, fonctionnaires, administration, etc., budget de l'État, ressources financières donc de l'État, ressources matérielles de l'État. Donc il va à cette compétition avec toutes les ressources de l'État et toutes les forces vives de l'État à son avantage, pendant que les autres partis... Au détriment des potentiels candidats de l'opposition. Oui, bien évidemment. C'est-à-dire que pendant que le RDPC, lui, s'arroge toutes les forces vives de l'État, même les hommes d'affaires, vous voyez à quel point les hommes d'affaires chez nous sont noyés, effectivement, dans des collusions incroyables avec le RDPC. Eh bien, on entre donc dans une logique où, en fait, c'est comme un match de football, une compétition, où vous avez une confrontation, un championnat, où vous avez une équipe, vous avez peut-être, on va dire quoi, 10 équipes ou 20 équipes qui sont en compétition. Mais il y a une des équipes
qui a pour elle l'arbitre central, est pour elle l'arbitre, les arbitres secondaires sont pour elle. Le parti dont vous faites allusion est juge et parti en même temps. C'est pire que juge et parti, puisqu'il y a même la VAR qui est pour elle. Vous comprenez? Les officiels du match même sont pour elle. Mais ce n'est pas seulement les hommes, mais c'est surtout les moyens. Alors, ça fait longtemps que ça dure. C'est surtout les moyens. Ça fait longtemps que ça dure. Pourquoi avoir attendu maintenant? Et quelles sont les chances pour que ce combat que vous menez aujourd'hui prospère? Mais ça fait 30 ans, Narcisse Moto, ça ne nous a pas échappé, que ça fait plus de 30 ans que les acteurs politiques du Cameroun acceptent ce jeu profondément inégal et déséquilibré. Des partis comme le SDF existent quand même depuis... Mais qu'est-ce que vous amène à dire que vous allez réussir dans ce combat? Attendez, on va y venir. Laissez-moi d'abord exposer aux Camerounais. Il faut que les Doualais comprennent d'abord de quoi il est question. Les Camerounais? Il faut bien comprendre. Nous sommes... Ah oui, les Camerounais, oui, puisque vous diffusez dans une perspective nationale. Internationale. Voilà, même internationale, puisque vous êtes dans l'espace cybernétique également. Donc, nous devons expliquer aux Camerounais. Et les Camerounais doivent comprendre que, en fait, l'opposition politique au Cameroun a beaucoup échoué. Elle a commis beaucoup de faiblesses intellectuelles. Beaucoup de faiblesses intellectuelles. Parce que, et pourtant, ce n'est pas les lettrés qui manquent sur la scène politique de l'opposition camerounaise, mais c'est curieux de constater qu'ils ont accepté pendant 32 ans qu'un système de cette nature puisse prévaloir au Cameroun. Je dois avouer que, vous savez, les gens perçoivent parfois ça de manière, on va dire, diffuse. Les gens ne perçoivent pas toujours la chose de manière très claire et très précise. Moi, je ne vous cache pas qu'il a fallu aussi un peu de temps. J'ai été candidat en 2011, mais c'est en 2016 que je publie mon ouvrage qui s'intitule « La démocratie africaine reste mal partie ». Rectifions le tir. Mais même quand j'ai écrit ce livre en 2016, je vous assure que je n'avais pas encore vu très clairement, je n'avais pas encore reçu toute la révélation précise par rapport à ce dysfonctionnement. Parce qu'en fait, il s'agit là de... Dysfonctionnement est un mot même très faible, c'est une aberration. Ça s'appelle, dans le langage des opticiens, une aberration systémique de notre univers politique et démocratique. Donc, moi je vois clairement cette affaire en 2020. C'est en 2020 que ça m'apparaît alors, mais avec la clarté d'une épure. Et je me dis, mais bon sang, ce n'est pas possible. C'est comme l'affaire de Galilée, vous vous souvenez? Galilée, qui avait dit en son temps que la Terre tournait autour du Soleil, on l'a combattu, on l'a même amené à la mort, et c'est 2 siècles après que Copernic est venu confirmer scientifiquement que ce que Galilée disait était vrai. Donc, voilà, un peuple peut vivre pendant 1000 ans dans l'ignorance et dans les ténèbres, et souffrir, tout simplement parce que mon peuple périt faute de connaissances. Dans ce descriptif que vous faites du Cameroun depuis que le parti unique a pris le pouvoir. Bien sûr, depuis, nous sommes dans les ténèbres depuis 32 ans. C'est-à-dire que depuis 32 ans, on n'a pas eu la lucidité de mettre sur la table le problème fondamental, le problème numéro 1 du Cameroun. Parce que pourquoi je dis problème numéro 1? Parce que l'organisation du parti-État est cette affaire, c'est comme une... Vous savez, quand quelqu'un est trop obèse, c'est le cas du parti-État, RDPC. Quand il commence à générer des maladies, et les maladies là ont tendance à impacter non seulement son propre corps, mais le reste du corps social. La conséquence de ça, c'est OTS, avec les enseignants. On a trop supporté. Parce que les gens qui gouvernent dans l'arrogance et dans le mépris des gens. Parce que, etc. C'est pour ça que vous voyez la crise même dans le NOSO, aujourd'hui, elle est même la conséquence aussi de tous ces phénomènes. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc, pour finir, je dirais que moi j'ai donc estimé que il fallait faire un travail de réflexion intellectuelle sur ce sujet. Il fallait faire un travail d'exploration de nos documents de droit, des textes juridiques du Cameroun, Constitution, les principales lois qui encadrent la vie démocratique du pays. Et quand j'ai fait ce travail intellectuel, je me suis rendu compte que bon sang, il faut apporter la solution au problème camerounais, dont l'épicentre, dont le centre de gravité se trouve au niveau de précisément de la possibilité qu'on a demain de démanteler le système du parti-État. Et comment est-ce qu'on fait donc pour démanteler ce système? Comment est-ce qu'on fait? Ben écoutez, ça n'est pas si compliqué, puisque vous avez lu ma requête adressée au Conseil constitutionnel. J'ai fait, je crois là-dedans, à peu près 2 propositions très précises. Prenez Narcisse Moto. Qu'est-ce que je dis très clairement là-dedans? Je propose, 1, que, voyez-vous, que le régime de Yaoundé actuel, même sous le magistère de Paul Biya, qu'il entreprenne ce que j'appelle la mise sur pied d'un gouvernement de transition.
Il faut une transition politique. Un gouvernement de transition et de salut public qui va être animé par un certain nombre d'acteurs stratégiques qui auront la mission essentielle de formuler un certain nombre de réformes importantes. Pour vous relancer, oui. Professeur, oui. Quand vous parlez des hommes stratégiques, oui. À qui est-ce que vous faites allusion? D'opposition, des acteurs de l'opposition? Je pense que le Cameroun appartient aux Camerounais. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Mais ce n'est pas tous les Camerounais qui sont des hommes politiques. Non, quand je dis tous les Camerounais, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, René Narcisse Moto, qu'il ne faut pas faire ça dans l'ostracisme, il ne faut pas faire ça dans le rejet de qui que ce soit. Même celui qui était ton ennemi hier ou ton adversaire hier, tu dois pouvoir le faire entrer s'il est bon, si tu penses qu'il est capable d'apporter quelque chose. Sauf qu'on parle de solutions politiques. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que le régime de Yaoundé actuel, sous le magistère de Paul Biya, qui est un patriarche aujourd'hui sur la scène, qui est, comme vous le savez, c'est un homme qui a gouverné longtemps, qui est au soir de sa vie. Il peut faire comme le laboureur de ses enfants aujourd'hui. Il devrait même faire cela. Ça veut dire faire appel aux forces vives, politiques, opposition surtout, comme majorité, opposition surtout parce que c'est l'opposition qui a souvent pensé, je veux dire, les réformes à faire. Donc, il s'agit de mobiliser des gens qui sont capables de proposer des réformes importantes, allant dans le sens de la réorganisation, la restructuration de notre système politique et démocratique. Par exemple, pour déconstruire le système du parti-État, voyez-vous, il faut clairement prendre des lois, des décisions qui vont permettre qu'on déconnecte, que le parti RDPC soit déconnecté de l'appareil d'État, de l'administration, etc. C'est un ensemble de mesures que nous, on a dans nos tiroirs déjà, qui sont prêtes, qu'il suffira simplement d'implémenter. Donc, c'est extrêmement important. Il y a au Cameroun des partis politiques qui ont brillé ces derniers temps aussi par leurs propositions. On doit pouvoir se retrouver ensemble et tout ça sous la direction, sans doute, je pense, d'un Premier ministre qui soit un Premier ministre de transition, eh bien, pour accomplir ces réformes-là. Et surtout, Narcisse Moto, et c'est le deuxième point, la deuxième proposition, c'est organiser ce que j'appelle les états généraux de la démocratie. C'est une instance, en réalité, au cours de laquelle, qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement se passer que nous tous, acteurs politiques, forces vives de la société civile, on s'assoit pour dire, voilà les mesures que nous devons prendre pour que la scène politique camerounaise ne soit plus le grand désordre que l'on connaît. On n'a pas besoin au Cameroun d'avoir 400 partis politiques. On a besoin au Cameroun d'avoir maximum 4 familles de pensée. Je dis bien 4 familles de pensée. Et quand on aura fait ce travail j'ai envie de dire, de regroupement des acteurs, vous verrez que le nombre de partis politiques diminuera. Et parmi les réformes que nous souhaitons aussi, c'est celle-là qu'on avait vue en France dernièrement. Ils ont eu le premier tour et le deuxième tour, la présidentielle. Pourquoi le Cameroun ne le ferait pas? Le Cameroun peut aussi s'engouffrer dans une logique qui veut que, pour la présidentielle, on ait un premier tour et un deuxième tour. Et dans ce cas de figure, eh bien, les formations politiques qui seraient qualifiées pour le deuxième tour seraient soutenues simplement par les autres qui font partie de leur famille politique. Voilà comment est-ce qu'on... En fait, l'objectif ici, c'est de discipliner, c'est de restructurer, c'est de réorganiser, c'est de mettre de la cohérence à notre vie démocratique. D'accord. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Dans le document que vous avez publié, vous parlez du Conseil constitutionnel. En quoi est-ce que ce Conseil peut-il être intéressant? Intéressant? Oui. D'abord, le Conseil constitutionnel est la seule instance, c'est la seule juridiction. C'est d'ailleurs la plus élevée, comme vous le savez. Parce que quand le Conseil a tranché sur un problème, un cas, il n'y a pas de recours possible. Donc, ce sont des sages qui sont des personnes qui sont, comment on va dire ça, créditées je dirais, d'une compétence considérable, chacun dans son domaine. Dans le domaine académique, on a là des spécialistes de droit constitutionnel, comme le professeur Joseph Ouoda, comme le professeur Joseph Bipounoun, et d'autres, bien sûr, n'est-ce pas? Vous avez là-dedans des magistrats de très haut vol, vous avez là-dedans d'anciens gouverneurs, d'anciens administrateurs de très haut vol, bref, des personnes qui ont été choisies en raison de leurs compétences avérées dans un domaine ou dans un autre. Et donc, le Conseil constitutionnel, en tout cas du point de vue du droit, la seule instance
qui est en droit et en capacité de connaître du type de problème que moi je mets sur la table, c'est le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que la Constitution, notre Constitution du Cameroun, est celle-là qui dit que, dans son article 46, par exemple, que le Conseil constitutionnel est arbitre et régulateur de l'ordre institutionnel du pays. Ça veut dire que quand l'ordre institutionnel du pays est mis en péril, quand il y a des dysfonctionnements, comme je viens de le signaler, organiques, eh bien, c'est ce conseil qui est apte à connaître de ce type de problème. Moi, je préfère parler de problème plutôt que de contentieux, parce qu'en réalité, il peut se trouver que, bon, les gens se sont enlisés dans cette affaire comme ça, même par ignorance, véritablement. Voilà, donc, ben, il faut leur donner la possibilité de se racheter. La loi du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel est aussi comment on va dire ça, ce dispositif juridique qui donne également tous les pouvoirs nécessaires au Conseil constitutionnel pour connaître de ce type de problème. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, de manière tout à fait naturelle, moi j'ai réfléchi en épluchant tous ces textes-là. Hein, vous savez, c'est d'abord un travail intellectuel, hein, c'est d'abord un travail pour l'amour du Cameroun. Moi, je ne fais pas ça pour moi. Je ne suis pas de ces hommes politiques qui sont en politique parce qu'ils veulent devenir riches, ils veulent se remplir les poches. Moi, je suis un serviteur. Et vous savez, quand vous retournez en France dans les années 58, vous vous souvenez de ce que le général de Gaulle a fait pour son pays. Le général de Gaulle est revenu, a été rappelé pour venir au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a donné à son pays? Quelque chose d'extraordinaire, qui prévaut jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la constitution de la 5e République. Parce que les années précédentes, avant 58, ils avaient une constitution qui avait provoqué tellement d'instabilité. C'était toujours changement de gouvernement sans arrêt. Et enfin, avec Debré, ils ont pu, après un travail intellectuel conséquent, servir à la France une constitution de très très bonne qualité qui court jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez, une constitution entre 1958 et 2022, ça veut dire que c'est du béton armé. Voilà. Moi, c'est ça que je veux pour mon pays, le Cameroun, et c'est à ça que j'appelle l'ensemble de mes collègues en politique au Cameroun, et c'est à ça que j'appelle également les sages du Conseil constitutionnel. Je veux attirer leur attention sur le fait que notre pays est en danger et en péril. Vous voyez tous les scandales que nous vivons, toutes les crises que nous vivons, etc., etc., elles sont pour l'essentiel. En tout cas, je pense qu'en démantelant le système du parti-État et en mettant en place l'ensemble des réformes que je préconise, eh bien, je suis convaincu que nous mettrons le Cameroun sur des rails nouveaux et que ce pays-là pourra demain avoir non seulement des compétitions électorales équilibrées, justes, transparentes, que personne ne contestera plus, mais en même temps, même le fonctionnement de notre administration, le fonctionnement même de notre pays d'une manière générale retrouvera, si vous voulez, une meilleure santé, plus d'oxygène. Les gens ne seront plus étouffés par une organisation mastodonte qui contrôle tout et qui domine tout. Et puisqu'on parle de vous, professeur, qu'est-ce qui suscite l'engagement politique de l'homme intellectuel que vous êtes? Est-ce le seul créneau par lequel vous pouvez mieux vous exprimer? Puisqu'on va rappeler qu'en plus d'être homme politique, mais bien avant, on vous a beaucoup plus connu sous la casquette d'enseignant d'université. Oui, vous savez, j'ai quand même beaucoup travaillé dans ma vie. Je suis, oui, d'accord, professeur d'université. Oui, mais vous savez, il y a, je dirais, rien de mieux peut-être qu'un prof d'université pour faire de la politique. Parce que l'avantage du prof d'université, c'est quoi? Ça ne remet pas en cause votre crédibilité en tant qu'homme politique, surtout quand on sait la manière avec laquelle les hommes politiques africains, on se comprend, parce que c'est généralement considéré comme un sale jeu. Non, oui, d'accord, René Narcisse Moto. Il ne vous échappe quand même pas que je suis Olivier Billet, le promoteur d'une idéologie politique particulière que vous connaissez, qui s'appelle le foyisme politique. Vous voyez que je ne suis pas venu en politique les mains vides, comme la plupart de nos acteurs politiques qui sont juste venus là, comme ça. Moi, je suis venu en politique après un travail de théorisation, après un travail de conceptualisation, qui a abouti à l'élaboration d'une doctrine, d'un discours idéologique qui est centré sur le foyisme politique. En Europe, ils ont appelé ça, à partir du 19e siècle, ils ont appelé ça la démocratie chrétienne. En Turquie, vous allez trouver ce qu'ils appellent la démocratie islamique. Mais disons que ce que nous promouvons ici est encore plus puissant en réalité que tout cela.
C'est simplement de dire aux gens que, et vous avez raison, Narcisse Moto, vous ne savez pas pourquoi vous avez tellement raison. Vous savez, dans toutes nos langues, là, dans toutes nos langues, si je pose la question à nous tous qui sommes dans ce studio, dans votre langue, quand quelqu'un vous dit ne me fais pas la politique, ça veut dire quoi? Ne me trompe pas, ne me fais pas le banditisme, ne fais pas. Mais Narcisse, vous vous rendez compte à quel point est-ce que les gens ont réduit la politique? Mais si la politique doit donc être banditisme, filouterie, jongla au quotidien, ben, ne soyons donc pas étonnés de ce qui nous arrive. Ne soyons pas étonnés de ce qu'il y ait des OTS, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas de route, qu'il n'y ait rien, qu'il y ait la misère et la pauvreté. Mais je ne pense pas, Narcisse Moto, que c'est la seule manière de faire la politique, parce que j'ai aussi parcouru l'histoire. Et c'est pour ça que l'homme politique, intellectuel, lettré, universitaire, a aussi de l'intérêt. C'est parce qu'il s'inspire aussi des idées d'un certain Max Weber. Et d'autres auteurs qui ont clairement montré que, eh bien, il fallait, quand la politique est vide, quand elle n'est pas centrée, quand elle n'a pas un fondement éthique puissant, un fondement moral puissant, elle finit par produire des dysfonctionnements et des maladies pas possibles pour la société. Mais c'est la raison pour laquelle la politique a besoin de se nourrir. D'abord, elle a besoin d'être définie autrement. La politique n'est pas l'art du banditisme et du mensonge. Pour moi, la politique, c'est la science du gouvernement de la cité. C'est l'art du gouvernement de la cité. Vous savez, les gens oublient même souvent, ignorent même que un père de famille qui a une femme, 1, 2, 3 enfants, est un acteur politique dans son milieu. Parce qu'il fait des choix politiques. Il gagne 100 000 francs. Il fait le choix de dire, ok, madame, toi, tu auras 50 000 francs pour la ration. Les garçons, toi, tu vas loin, ton collège est loin, je te donne 5 000 francs. L'autre, là, je lui donne 7 000 francs. L'autre, je lui donne 8 000 francs. L'autre, je lui donne 4 000 francs. Pourquoi? Il fait des arbitrages. Des arbitrages qui doivent baser sur ce qu'on appelle la justice sociale, en fonction des besoins des citoyens que l'on a devant soi. C'est ça la politique. Un pasteur d'église, il fait de la politique. Un prêtre dans une paroisse est obligé de faire des choix et des arbitrages politiques. Donc, s'il fait des arbitrages qui sont bons, parce que vous savez, il y a aussi des pères de famille, par exemple. Un père de famille politicien de sa famille peut décider que dans les 100 000 francs, il va boire avec 80 000. Conséquence, il aura sacrifié le destin de ses enfants et de sa famille, clairement. C'est ce que font les gens dans certains pays où vous allez voir qu'il y a un PIB de 100 francs, d'1 milliard, et puis des gens détournent par exemple 500 millions. Il va rester quoi au pays? Pas grand-chose pour fonctionner. Donc la politique a besoin de retrouver un socle éthique, un socle moral, un cadastre puissant pour que les acteurs politiques deviennent des serviteurs et non pas des gens qui se font servir. Voilà, moi je suis donc venu en politique avec l'idée que non seulement j'apporte une nouvelle manière de faire la politique avec une base morale et éthique puissante, ce que les spécialistes de sciences politiques appellent une base axiologique puissante, eh bien, je viens également avec, si vous voulez, une approche très intellectualisée. Ça veut dire beaucoup d'idées. Avec l'idée simplement que... Vous pensez que les idées seules suffisent pour transformer le Cameroun? C'est les idées qui transforment le monde, très clairement, ce n'est pas l'argent. Parce que les idées qui produisent l'argent, et c'est l'argent qui, à son tour, bien utilisé, peut transformer la société. D'accord. On va rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes le président du parti Les Libérateurs, une nomination, une dénomination, voilà, qui suscite beaucoup de curiosité. Alors, vous voulez libérer qui? Pourquoi? Mais René Narcisse Moto, vous êtes très taquin comme intervieweur. C'est vous que le dites. Je sais que en posant cette question, vous avez déjà les réponses. Donc au quartier, nos jeunes disent souvent, vous posez les réponses. Non. Vous savez, je suis parfois très amusé de voir les noms que certains donnent à leurs partis politiques dans nos pays africains. C'est souvent des noms qui renvoient à rien du tout, qui n'ont rien à voir avec le problème de la société. La dénomination d'un parti politique doit être en phase avec les problèmes de cette société. Oui. Parce que vous venez là, si vous venez là pour des solutions aux problèmes de vos concitoyens, alors il faut des dénominations qui font sens. Aujourd'hui, quels sont les problèmes majeurs de l'Afrique? Quand vous regardez même la géopolitique mondiale telle qu'elle se déploie devant nous, ouais, la Russie, le Mali, le Burkina, la Centrafrique, etc., le Cameroun même, etc., vous constatez très clairement que le problème numéro 1 de notre société,
comme l'avait dit à l'époque le Mpodol Ruben Umniobe et ses camarades, c'est le problème de la, je dirais, de l'esclavage et de la prison néocoloniale qui opprime notre société, aussi bien sur le plan monétaire par le franc CFA, Joseph Tundian Premier l'a suffisamment démontré, aussi bien sur le plan politique, à travers le système politique du parti-État, vous avez vu les élections comme ça se passe chez nous, aussi bien sur le plan économique, aussi bien sur le plan, je dirais, social et culturel. Nous sommes dans des situations de pays qui sont dominés, écrasés. Nous sommes dans ce que j'appelle généralement une relation de maître à esclave. Et moi, acteur politique, héritier des acteurs que j'ai nommés, Umniobe, Nkrumah, Mongo Betty, Hubert Kamgang, Joseph Tundian Puemi, etc. Je viens sur la scène confirmer mon positionnement politique de libération. Parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas libéré le pays, parce que même sur la problématique du parti-État, vous voyez bien que le peuple est complètement en captivité, le peuple ne peut rien. Tout le monde a peur, tout le monde a peur, tout le monde tremble au quartier. Ah, on va me faire ci, on va me faire ça. Il faut donc libérer ce peuple-là, le libérer des forces, comment on va dire ça, du pouvoir endogène néocolonial, mais le libérer également du pouvoir exogène de Paris. Il faut libérer totalement ce peuple-là. Alors, c'est un combat que vous comptez mener tout seul ou alors non, vous non, avez déjà l'adhésion des autres partis politiques? Disons que d'abord les libérateurs aujourd'hui c'est énormément de... C'est d'abord, si vous voulez, un rassemblement qui s'est constitué à partir de nos partis politiques. Ah oui, vous ne savez peut-être pas que le parti politique que j'avais créé en 2010 pour être candidat à la présidentielle en 2011 s'appelait l'UFP, Union pour la fraternité et la prospérité. Ça, je le sais. Voilà, nous avons changé cette dénomination parce que nous avons considéré qu'elle était plus pertinente. Et aussi, il s'est trouvé également que nous avons eu la chance qu'un certain nombre d'autres formations politiques aient manifesté le désir d'entrer en collaboration avec nous pour que nous créions quelque chose de plus grand. Et c'est la raison pour laquelle des partis comme l'Union des populations africaines, de Hubert Kamgang, l'UFP même, le MOSI, d'autres acteurs et même associations de la société civile sont donc venus entrer dans ce regroupement pour créer une entité plus grande, mais une entité plus grande avec quand même, attention, ce n'est pas une sorte d'assemblage hétéroclite d'acteurs qui pensent chacun à sa manière, non. C'est des gens qui, au minimum, avaient quand même un dénominateur commun, c'est de souhaiter que le Cameroun soit libéré. Voilà, donc nous avions... Vous avez évoqué quelques partis, je vous relance, professeur, vous avez évoqué quelques partis politiques, oui. Sauf que on n'a pas entendu des militants, par exemple, qui appartiennent au SDF, au MRC, à l'UNDP, à l'UDC. À quel moment est-ce que le Parti des Libérateurs crée une plateforme pour échanger avec ces différents partis politiques dont je viens de faire mention? Vous savez, la culture qui est la mienne, René Narcisse Moto, est celle de considérer qu'on ne mélange pas les torchons et les fourchettes. Donc, les partis dont je viens de faire mention, là, sont des torchons. C'est pas ce que je dis. Je veux juste comprendre. C'est pas ce que je dis, c'est une métaphore que je prends. C'est une image. Non, il faudrait dire que c'est une image que je prends pour dire que on ne mélange que ceux qui sont mélangeables ou qui pensent à peu près la même chose en politique. Je suis venu à cette conclusion selon laquelle, si vous, Narcisse Moto, vous pensez que le Cameroun est un pays libre, indépendant et souverain, je ne vois pas ce que vous et moi on va pouvoir se dire. Parce que moi, je pense que le Cameroun est encore sous domination. Il est encore dans une relation maître à esclave et que le Cameroun est à libérer totalement. C'est-à-dire que la libération du Cameroun doit être parachevée à travers un certain nombre de décisions politiques importantes qui doivent être prises. Voilà. Donc, vous avez cité quelques partis. Je suis au regret de vous faire savoir que la plupart de ces partis, malheureusement... J'ai envie de dire que ce sont des partis légendaires. Ce sont des partis qui s'inscrivent dans le... Vous savez, le parti légendaire au Cameroun, c'est l'UPC. Et vous n'avez pas cité l'UPC. Vous voyez, c'est dramatique. Donc, le seul parti, véritablement, ou tout au moins les seuls acteurs, ou tout au moins les acteurs avec lesquels... Je ne l'ai pas cité parce que vous avez fait mention tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'au Cameroun, les acteurs politiques qui sont en phase avec ce discours que nous avons, ce discours de déconstruction de l'ordre néocolonial, c'est l'UPC. Et dans une certaine mesure, le Manidem. Voilà. Donc, mais vous savez, lorsque nous faisions cette opération, tout le monde était au courant.
Et nous avons lancé un appel à tous les acteurs désireux d'entrer dans une telle dynamique. Donc ceux qui n'ont pas adhéré, Voilà. vous les considérez comme des partis torchons? Pas torchons, nous les considérons comme des partis qui se satisfont, qui sont d'accord avec l'ordre néocolonial qui prévaut. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on peut dire que les souvent partis même, qui dealent avec le système en place. je dis des partis qui sont favorables à l'ordre néocolonial, c'est-à-dire un ordre où nous allons rester dominés par le pouvoir français. Et comment C'est ça qu'il définissez-vous le système en place si vous... Bah, le système en place fait partie de ces partis-là, puisque le système en place, le RDPC, est un parti d'obédience, comment on va dire ça, de nature néocoloniale. C'est le parti néocolonial par Et excellence. c'est le parti au pouvoir. Par conséquent, les partis d'opposition dont on a fait mention tout à l'heure, dites donc avec... Je n'ai pas dit qu'ils disent, je dis qu'ils pensent pareil. Oui. Pensez pareil. Je dis qu'ils pensent pareil, que ce sont les mêmes gens. Que si vous les prenez, là, vous aurez Mais fait les comme... mêmes gens, ça veut dire vous qu'ils aurez marchent ensemble. vous aurez fait comme remplacer Pierre par Paul. Parce que Pierre et Paul pensent la même chose. Donc, attention, René Narcisse Moto. Je vais vous dire une chose. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, vous avez des alternances qui se sont faites dans la plupart des pays. Prenons le Sénégal. On a eu, à une époque, Senghor. Après Senghor, on a eu qui? Abdou Diouf. Après, on a eu Abdoulaye Wade. Après Wade, on a qui aujourd'hui? On a Macky Sall. Si vous regardez au Bénin, vous avez une succession de chefs d'État comme ça. Mais la plupart de ces chefs d'État-là ne sont jamais venus déconstruire l'ordre néocolonial parce que idéologiquement, en fait, ils se sont remplacés les uns et les autres pour refaire la même chose quasiment, les uns les autres. Restons au Cameroun, professeur. Vous comprenez? Je termine pour dire que, et c'est extrêmement important, il appartient aux populations de nos pays, de notre pays en particulier, de savoir déterminer l'identité idéologique des différents acteurs pour comprendre que la plupart de mes collègues en politique, c'est des gens qui sont d'accord avec le système néocolonial, même s'ils le combattent. Même s'ils le combattent, en réalité, ils veulent la place pour être toujours pour nous maintenir toujours dans le rapport maître-esclave et être à leur tour les esclaves du système néocolonial français. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que les populations camerounaises suivent votre discours? Oui, je crois que notre discours est majoritaire au Cameroun. Elles adhèrent à votre démarche? Elles sont pour la libération du Cameroun? Les populations camerounaises et africaines, d'une manière générale, sont extrêmement majoritairement, majoritaires dans le discours que je développe. Vous avez vu par exemple que, je vous prends un exemple simple, hein, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, vous avez vu que tous les Camerounais se sont satisfaits, enfin, aujourd'hui, ils sont dans le soutien, finalement, à Poutine, à vrai dire. Pourquoi? Parce que les Camerounais se disent qu'au moins la Russie est venue aider la Centrafrique. Au moins, elle est venue aider le Mali. Même si ils peuvent être aussi colons que les autres, mais au minimum, on connaît la relation historique entre l'ancienne Union soviétique, qui à l'époque avait soutenu beaucoup de pays africains, et leur avait même permis de s'émanciper quelque part. Donc, c'est pour vous dire que, dans le fond, la plupart de nos populations, si vous prenez par exemple le thème de la monnaie, que j'aime particulièrement, sur le franc CFA, mais regardez les réseaux sociaux, regardez les réactions des Camerounais lorsque nous faisons un débat, par exemple, sur la thématique monétaire, entre ceux qui sont favorables au maintien du système néocolonial par le franc CFA, et ceux qui, comme nous, les libérateurs, sont clairement, je dis bien, clairement, ne se cachent pas sous les tables, disent sur tous les plateaux, non seulement qu'ils veulent que nous ayons cette indépendance monétaire, mais en plus qu'ils disent comment est-ce que nous allons faire après pour développer le Cameroun de manière optimale, avec une monnaie indépendante et souveraine. Vous comprenez cela? Donc, c'est la raison pour laquelle j'estime peut-être que, si vous voulez, le travail de terrain, le travail sur les masses, vous savez, les libérateurs, c'est à peine, c'est pas très vieux, hein. Mais vous allez en entendre beaucoup parler. En tout cas, à partir de cette année, à partir de maintenant, nous serons jeudi devant le Conseil constitutionnel. Je crois que les Camerounais vont entendre parler de nous. Et je peux vous garantir que dans les mois qui vont suivre, eh bien, ils n'entendront peut-être plus parler que des libérateurs. Alors, quelle est la durée, justement, puisqu'on parle des libérateurs? C'est un combat dans lequel vous êtes engagé avec d'autres partis politiques dont vous avez fait mention tout à l'heure. On n'est plus qu'un seul parti, hein. Voilà. On a fusionné. Vous avez fusionné, tout à fait. Voilà. On a abandonné nos C'est la souverainetés fusion respectives. de plusieurs partis politiques, Voilà. en dehors de ceux qui sont des torchons.
On est d'accord. Je n'ai traité personne de torchon. Non. René Narcisse Moto. Non, je dis... Entendons-nous bien. Non, on se comprend très bien, professeur. Je voudrais que les choses soient claires. On ne cite pas les partis politiques. J'ai pris une métaphore. Oui, justement, je reste dans cette métaphore. Qui consiste à dire qu'on ne mélange pas les torchons et les... C'est de ça qu'il est question, professeur. On parle la même chose. Nous restons... Je n'ai pas les précités. J'aurais pu dire qu'on ne mélange pas les couteaux et les matières. Si vous avez parlé de couteaux, j'aurais parlé sur des couteaux. Donc on reste dans cette métaphore, professeur. Voilà. Alors, combien de temps, vous donnez combien de temps pour mener ce combat qui consiste à la libération du Cameroun? Combien de temps? Ah bon? Vous êtes sérieux là? Je vous pose une question. René Narcisse Moto, vous êtes sérieux? Je suis sérieux à la question. Je vous réponds très clairement et très franchement. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à un seul, qui s'appelle Dieu. Mais lorsqu'on établit un programme, on se fixe des objectifs. C'est sur une durée, elle peut être à moyen, à court, à long terme, professeur. Les objectifs ne doivent pas être ceux de déterminer le moment où vous allez réussir. Mais à quel moment est-ce que vous faites une évaluation sur les activités que vous menez sur le terrain? C'est que nous, dans notre travail, je vais vous rassurer, en vous disant que nous, ce qui est sûr, c'est que la dynamique telle qu'elle a été lancée par les libérateurs, elle a pour vocation à nous amener à toutes les élections futures qui auront lieu au Cameroun. Comprenez? Nous sommes engagés et déterminés de participer à tout ce qui va se passer au Cameroun. Et notre souhait, bien sûr, est que les élections futures soient des élections qui se passent dans un univers dans lequel on aura déconstruit la relation entre l'État. Avez-vous des coups de franche pour y parvenir? Nous considérons que oui, nous les avons. Nous irons à toutes ces élections-là et nous ferons évidemment de notre mieux, humainement parlant, pour pouvoir les gagner et pour pouvoir transformer le Cameroun. Quel sera votre argument pour convaincre les populations comme il le mérite? Quel sera votre argument de campagne? Oh, écoutez, les arguments de campagne, c'est le travail qu'un parti politique fait pendant toute une mandature. C'est vague. C'est sur la durée. Hein. C'est vague. Le travail. Nos arguments de campagne, si vous voulez savoir, c'est d'abord notre projet. C'est d'abord le programme des libérateurs. Vous savez, nous avons élaboré un programme qui s'appelle le Calipro. Le Calipro, c'est le sigle. Hein. Cameroun libéré et prospère sur un horizon de 10 ans. Ça veut dire que nous, à partir du moment où nous accédons aux responsabilités, au bout de 10 ans, nous ferons du Cameroun non seulement un pays libéré, mais un pays qui baignera dans la prospérité. D'accord. Voilà, puisqu'on parle du Cameroun, professeur, il n'est plus un secret que le Cameroun est enveloppé par plusieurs crises sociales, je dirais même socio-politiques. On va prendre par exemple le cas de la crise dite anglophone, nord-ouest et sud-ouest. Ça fait pratiquement 6 ans que cette crise dure. Quel est le regard que vous portez sur cette crise-là? Encore une fois, René Narcisse Moto, la crise anglophone, elle est tributaire de ce que j'ai appelé les excès, les arrogances. La malgouvernance, pour faire facile. Les arrogances, les suffisances et la malgouvernance qui est consécutive aux réalités du système du parti-État que nous avons laissé exister pendant plus de 30 ans. Donc, vous voyez d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte d'impasse radicale où personne n'arrive plus à donner de solution, où personne ne voit la solution. Personne. C'est-à-dire que le pouvoir est dépassé par les événements. Les ambazoniens eux-mêmes ne savent même plus où donner de la tête. La crise est devenue rampante. Alors, nous, dès le départ, dès 2016, mes premières propositions avaient consisté à dire que cette crise-là, il fallait la résoudre rapidement. Et pour la résoudre rapidement, il fallait retourner aux origines historiques des accords de Fumban. Et que c'est d'abord fondamentalement parce que les accords de Fumban avaient été transgressés qu'on a commencé à entretenir dans la conscience collective de nos frères anglophones une sorte de frustration, un sentiment de tromperie. Oui, parce que vous ne pouvez pas vous engager sur une base X en 1961, ok, et 10 ans après, ou 11 ans après, décider de transgresser les accords que vous avez contractés. Donc, nous avions donc proclamé dès le départ, et j'ai écrit de nombreuses tribunes dans lesquelles je démontrais comment le Cameroun est un pays, on va dire, bilingue sur le plan de ses langues officielles. Je disais qu'à cette époque déjà que tous les pays du monde qui ont une structure bilingue sur le plan officiel
sont des pays fédéralistes. Tous. Il n'y a pas un seul qui est un État unitaire, oui, centralisé. Même avec la décentralisation, ça ne résout pas le problème. Si vous prenez des pays comme la Suisse, comme le Canada, comme la Belgique, comme le Luxembourg, vous constaterez que c'est des pays qui, du point de vue de la structure sociologique, sont assez semblables au Cameroun. Et ce genre de pays doit être gouverné selon des modalités de fédération. Donc, nous souhaitions que le Cameroun pratique ce que j'ai appelé à l'époque un fédéralisme contextualisé. Ça veut dire non plus le fédéralisme des années 61, qui était à 2 États, mais de prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, le Cameroun a 10 régions qui ont toutes des aspirations considérables. Un fédéralisme à 10 États. Oui, à 10 États. C'est-à-dire qu'un redécoupage et sur la base, n'est-ce pas, actuelle. Voilà, nous avions même, à l'époque, on avait une réflexion qui était, nos experts et moi-même, on réfléchissait, est-ce qu'il faut faire 6 États? Est-ce qu'il faut faire un redécoupage? Ou alors, est-ce qu'il faut faire 10 États? Mais je pense que finalement, nous nous sommes dit qu'au fond, pourquoi ne pas faire 10 États? Parce que vous avez Canada avec ses provinces, c'est quasiment, ce sont des États, véritablement. Donc, voilà l'une des solutions fondamentales de ce problème-là. Maintenant, il faut prendre d'autres mesures. Donc, pour sortir de la crise anglophone, il faudrait qu'il y ait un dialogue inclusif et qu'au cours de ce dialogue-là, qu'on ouvre les vannes du fédéralisme à 10 États. Je vous ai parlé du gouvernement de transition. Voilà une de ses missions. Tout à l'heure, non, vous en souvenez? Non, pas la résolution de la crise sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest. Non, je vous dis que c'est quelque chose qui ne peut se faire que dans le cadre d'un gouvernement de transition. Et c'est ce gouvernement... Donc, la résolution de la crise anglophone ne se fera que lorsque le système en place aura accepté un gouvernement de transition. Ce sera mieux. Ce sera mieux parce que le gouvernement en place, tel que vous le voyez... Mais pour l'instant, à qui profite dans cette crise sociopolitique, selon vous? À qui profite? Il profite clairement aux barons du régime, qui sont, comme on le dit, dans des opérations, dans la promotion des affaires, parce qu'il y a tout un commerce sur la guerre. Donc, ce que vous dites en français facile, parce qu'il faudrait que les téléspectateurs nous comprennent, c'est que on a là en face un système qui prend plaisir à voir ses enfants se déchirer, mourir, nous avons ne pas aller à l'école. Un système qui est devenu extrêmement, on va dire, vilain, qui est devenu, quel est le mot là? Il est devenu sans cœur et qui estime que on s'en fout de ce que les gens meurent. On s'en fout de tout cela. L'essentiel, c'est que il y ait ce business de la guerre qui s'accomplit. L'économie de la guerre. Voilà, que ça s'accomplit et que par ailleurs, ces anglophones-là embêtent. Certains le disent, mais c'est une bêtise que de penser comme ça. Comprenez? Donc, vous voyez bien avec moi que ce fameux régime du parti-État est devenu lui-même, malgré tous les lettrés qu'il a, incapable de résoudre cette crise-là. Donc, c'est ce qui peut expliquer la grogne des enseignants, par exemple. Mais je vous ai dit dès le départ, René Narcisse Moto, que le dénominateur commun, le facteur explicatif central de la problématique camerounaise aujourd'hui, c'est le système politique et institutionnel du parti-État. Il est trop obèse, il se croit trop puissant. Il est convaincu que c'est ce qu'il veut qui doit être. Et précisément, ce qu'il faut faire, c'est déconstruire cela. Il faut le rendre moins... Il faut le faire maigrir. Il faut le faire maigrir. Comment je vous relance, professeur? Voilà. Comment déconstruire donc ce système et quand c'est les populations qui votent ce parti qui est au pouvoir? Oh, vous parlez de vote, vous plaisantez. Oui, vous plaisantez peut-être. Vous savez comment le vote se passe au Cameroun? Je n'en sais rien, dis-le-moi. Ce qu'il faut quand même rappeler, d'abord, c'est que je vous ai dit que quand je vous prends un arrondissement, et moi je suis de la région de l'Est, je vous prends un arrondissement de Doumé ou de Ngelmendouka. Prenons un arrondissement là-bas. Vous savez comment ça se passe là-bas quand il y a une élection, ou bien quand il y a ne serait-ce qu'un événement du RDP, par exemple l'anniversaire du RDPC? Qu'est-ce qui se passe? Tous les jeunes fonctionnaires du coin sont mobilisés, tous, qu'ils soient à Douala, à Yaoundé, à Bamenda ou à Maroua. Parce qu'ils sont à la sorte du parti au pouvoir. Oui. Ils sont tous mobilisés. Et ils sont généralement tous au village pour fêter ou bien pour faire les élections. Et ils votent. Ils vont pour faire les élections. Ils vont pour soutenir le parti-État avec les moyens de l'État. Ceux qui sont directeurs dans les administrations centrales. Ceux qui sont par-ci, par-là, placés. C'est qu'ils achètent les voix.
Mais ils mobilisent des moyens pour acheter les gens. Mais là, ce qu'il faut dans pas une population qui est consciente. Elle est qui consciente accepte des et qui veut enjeux quand même. Vous plaisantez? Vous croyez que la population de chez vous, c'est où Yingi ou bien à... Sandungue, Voilà. Sandungue, Sandungue. Vous croyez que les pauvres petits villageois de ce côté-là ont une si grande conscience politique que Ils ça? n'ont besoin que de manger, c'est ce que vous voulez dire. Je ne dis pas qu'ils ont besoin de manger. Je vous dis simplement que ceux qui sont souvent là-bas pour les influencer, ce sont leurs propres frères. Ceux-là qui, quand il y a deuil au village, Et maintenant, dans les grandes c'est eux métropoles, qui les soutiennent. dans les grandes métropoles Quand comme il y a un là, problème au village, c'est eux qui envoient l'argent. Bon, laissons les Ceux-là villages. qui font, etc., etc. professeurs, laissons les villages, laissons les grandes métropoles, Douala, Yaoundé. Même dans les grandes métropoles, c'est la même logique. On a quand même des intellectuels dans Vous ces, croyez que Douala, on a quand même Yaoundé, des intellectuels dans ces grandes métropoles. il y a des arrondissements à Douala et Yaoundé. Avant tout, ce n'est pas seulement des villes blocs comme ça, c'est des... Donc, ce que vous dites, c'est que le pouvoir a réussi à phagocyter tous les Camerounais, même les intellectuels. L'État a réussi à tentaculariser. Même les intellectuels. C'est pour ça que vous les entendez parfois se vanter en disant qu'ils sont présents sur tout le territoire. Présents sur la base de quoi? Sur la base d'acheter les gens. Donc, ce que je retiens de votre faut que ça discours, cesse. c'est que Il faut que ça le cesse. pouvoir en place a réussi à infantiliser tous les Camerounais, même les intellectuels. À acheter, à corrompre. Oui, même les Les intellectuels. intellectuels sont les plus grands corrompus de ce pays. Vous ne saviez pas? Je l'apprends de vous. Je vous le dis donc. Mm. Les intellectuels Donc vous êtes corrompus. sont les plus grands corrompus. Donc vous êtes Je ne corrompus. vous ai pas dit que tous les intellectuels le Ok, sont. d'accord. La plupart. J'ai dit les intellectuels. D'accord, la plupart. D'accord. On va continuer à parler des Je questions fais partie d'actualité. des quelques exceptions, rares. des exceptions qui confirment la règle. D'accord, Voilà. d'accord. Voilà, on va rappeler à nos téléspectateurs que nous avons comme invité ce soir, dans le cadre de ce énième numéro du Point du Guest, le professeur Olivier Billet, par ailleurs homme politique, président du parti Les Libérateurs. Avec lui, on aborde donc des questions d'actualité. On va évoluer, on va sortir du Cameroun avec cette question qui porte sur ces coupures incessantes d'énergie électrique au Cameroun. Et on veut bien se poser la question, professeur Eneo, n'a-t-elle pas des comptes à rendre aux populations camerounaises, puisqu'il n'est plus un secret qu'il ne se passe plus une journée sans qu'on ne coupe le courant électrique. Et du coup, on veut bien se demander, se poser la question, à quoi servent tous ces barrages dont dispose le Cameroun? Oh, vous savez, René Narcisse Moto, ça nous ramène toujours à au même constat et aux mêmes causes, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. En réalité, la question de l'énergie au Cameroun, de l'électricité, est une question rituelle. C'est-à-dire que vous parlez de couper parce que vous êtes à Douala. Moi, je peux en dire autant parce que je suis à Yaoundé et que nous, qui sommes de Douala et de Yaoundé, bénéficions, si vous voulez, d'une logique qui est une logique de coupure et du rationnement. L'eau est rationnée également dans nos grandes villes, les plus grandes villes du pays. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis davantage soucieux, René Narcisse Moto, des populations qui vivent à Djoum, qui vivent à Bamena, qui vivent à Djaïkiri, qui vivent à Tokombere, à Ndikinimeki, des localités comme Ngalemenduka, où les gens n'ont plus d'électricité depuis X années. Heureusement que le maire, Alex Mimbanga, a fait des efforts, il a mis quelques Et sont ces populations-là centre-ville. qui voulaient le parti au pouvoir. Bah, écoutez, je vous ai déjà expliqué. Parce qu'on vient je vous ai déjà expliqué le présenter le mécanisme pain et la de sardine. corruption du pain, la sardine, du maquereau, de l'argent. C'est donc en cela que consiste votre combat, sensibiliser, conscientiser les populations pour qu'elles comprennent que le parti en face là est un parti corrompu. Ce n'est pas une affaire qui se règle juste avec deux mots comme vous le faites. C'est en cela que consiste votre travail. Il faut bien comprendre une chose, René Narcisse Moto. Nous y travaillons. Il ne vous échappe pas que j'ai été moi-même souvent investi aux élections ici, dans ce pays. En 2020, nous avons été à des élections législatives et municipales. Mais je vous assure que ce n'est pas un combat facile dans une logique où le parti... Vous pouvez rappeler votre score? Oh, ben, je ne me souviens peut-être pas. En 2011 déjà. C'est pas... candidat, en 2011, je crois que sur 23 candidats, j'avais quand même, pour quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. En 2011, j'étais vraiment pas... Mon parti existait depuis à peine 6 mois. On a quand même pu être classé 12e sur 23.
C'était un grand pas, ça. C'était pas mal pour un début. Maintenant, nous pensons que le meilleur est à venir. Et en 2020, s'agissant des municipales... En ce qui concerne ces élections, je veux vous dire d'une manière générale que vraiment ne perdons pas notre temps là-dessus. Parlons de l'énergie. J'ai suffisamment expliqué pourquoi est-ce que les gens dans nos campagnes votent comme ils votent, dans nos villes votent comme ils votent. Ce sont les réalités du système du parti-État qui intimide, qui a tout entre ses mains. Donc, en ce qui concerne l'énergie, le problème fondamental, c'est que, en raison aussi de ce qu'il peut produire, parce que, vous savez, un système comme le parti-État néocolonial, il n'est pas seulement parti-État, mais il est également néocolonial. Il ne peut pas générer plus de richesses que ce qu'on a déjà là. C'est-à-dire que c'est le type de système qui ne sécrète pas assez de ressources pour qu'il y ait des moyens permettant à cet État-là de mettre tous les Camerounais à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez par exemple avec moi que le Cameroun est un pays qui produit, du point de vue de sa capacité énergétique, un volume. Nous devons être probablement dans les 2000 mégawatts de production voilà, en termes d'énergie électrique. Nous avons construit des barrages à gauche, à droite, mais notre capacité énergétique n'a pas beaucoup progressé. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas progressé significativement? Ben, tout simplement parce que, véritablement, comment dire ça? La plupart des projets n'ont pas connu une issue très, très heureuse. Vous savez que Mékine, par exemple, ne fonctionne pas. Mékine ne fonctionne pas. Le barrage de Mékine n'est pas opérationnel. Quand on a essayé de le mettre en route, c'est toute la vallée autour qui a été inondée par de l'eau. Les populations étaient inondées systématiquement. Ça veut dire que les projets étaient mal menés. Le barrage de Lompanga, par exemple, est un barrage aussi qui ne donne pas les résultats qui étaient attendus, escomptés. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une position où véritablement nous avons affaire à un État qui ne génère pas assez de moyens et qui ne gère pas suffisamment bien les emprunts même qu'il fait. Parce que c'est un État super endetté. Tous les projets que vous voyez là, c'est des projets qui ont été réalisés sur la base d'emprunts extérieurs. L'endettement extérieur atteint des sommets au Cameroun. Et la conséquence de ça, c'est que comme les projets qui avaient été planifiés ne donnent pas les résultats attendus en termes de volume de mégawatts d'énergie pour les populations, pour l'électricité, parce qu'un pays comme le Cameroun, hein, pour être satisfait en matière de... Il lui faut au minimum 6000 mégawatts. Oui, de production d'électricité. Ça veut dire que c'est un pays qui doit même s'orienter, pas seulement vers l'hydroélectricité, mais qui doit être capable de développer une ingénierie, j'ai envie de dire, politique, faisant en sorte qu'on puisse avoir de l'énergie à la fois solaire, de l'énergie à base des éoliennes, à base vraiment, à base de différentes autres modalités, pour qu'on puisse avoir quelque chose de satisfaisant pour nos populations. D'accord, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission, mais on ne saurait la conclure sans toutefois prendre votre point de vue sur la guerre en Ukraine. On veut bien savoir, est-ce un nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner et quel rôle l'Afrique peut-elle jouer dans cette guerre-là? On sort par là. Bah, écoutez, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet sur un plateau concurrent. Ce que je pense effectivement, c'est que la guerre en Ukraine, elle préfigure, elle est annonciatrice d'un nouvel ordre mondial. Mais un nouvel ordre mondial qui ne sera pas plus un ordre favorable à l'Occident. Ce sera un nouvel ordre mondial multipolaire, où on va retrouver, si vous voulez, plusieurs pôles de puissance à travers le monde, et au sein duquel, évidemment, l'ancienne puissance occidentale sera dans une position de déclin et de décadence. Je pense que sur le sol européen, un pays comme la Russie, avec ses voisins comme la Biélorussie et d'autres acteurs, sont tout à fait, je dirais, aptes à produire un nouveau pôle de puissance. La Chine constitue déjà un nouveau pôle de puissance. L'Inde, le Pakistan, etc., constituent déjà de leur côté un nouveau pôle de puissance. Notre désir à nous, les libérateurs, au niveau de l'Afrique, c'est précisément aussi de travailler à libérer non seulement le Cameroun, mais l'ensemble du continent africain, de manière à ce que l'Afrique devienne le pôle de puissance émergent qui permettra bien sûr à nos enfants demain de vivre dans un environnement plus agréable. Merci, professeur Olivier Billet. On va rappeler que vous êtes, en plus d'être homme politique, président du Parti des Libérateurs, vous êtes également enseignant d'université. Merci d'être venu, merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie votre chaîne, je remercie vos collègues et je me tiens à votre disposition
pour d'autres émissions, naturellement. On vous souhaite bon retour dans la capitale politique. Merci infiniment. Je rentrerai là-bas, d'abord pour le rendez-vous de jeudi, comme vous le savez, devant le Conseil constitutionnel. Tout à fait. Je veux inviter vos téléspectateurs à suivre cette actualité avec beaucoup d'attention. D'accord. Fin de cette autre émission du point du guest. Voilà, on se retrouve mercredi prochain, voilà, pour une autre livraison. Restez-nous fidèles, madame, monsieur. Nos programmes se poursuivent en temps réel sur For You TV. Bien le bonsoir.